Chers amis, bonsoir. Je viens de trouver un article sur Internet qui était une compilation d'une vingtaine de faits constatés, avérés, et qui demeuraient des énigmes pour la science. Donc ça va des objets volants non identifiés, en passant par la télépathie, l'effet placebo, la boule de feu à l'intérieur d'une colonne une colonne d'éclairs pendant un orage. Enfin, il y avait différentes choses. Donc je mettrai le lien. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour vous raconter quelque chose, parce qu'évidemment, l'effet placebo, je suis particulièrement intriguée par ce fait-là en particulier, parce que je suis très attachée aux médecines douces. J'y suis tellement attachée que quand on a toujours essayé de me prescrire des molécules chimiques, j'étais tellement pas contente que ça marchait pas, ou que ça me faisait du mal, quoi. Enfin, ça me faisait du mal. Et quand on endormit mes neurones, c'est jamais très bon en général. C'est toujours très mauvais. Mais je vais vous raconter une histoire à ce sujet-là, parce qu'il était bien expliqué, j'ai lu ça je ne sais plus où il y a quelques jours, que la médecine aujourd'hui, la sécurité sociale, etc., devait bien commencer à prendre en compte effectivement l'effet placebo. Et si c'est le cas, je trouve ça vraiment bien, parce que c'est extrêmement important. Mais je vais vous raconter à quel point c'est important, parce qu'il m'est arrivé un truc quand j'étais jeune maman qui était tout à fait interpellant. Quand nous avons eu, son papa et moi, notre première fille, j'avais failli claquer. J'avais eu quelque chose de très grave, c'était une toxémie gravidique. Bon, que tout le monde se rassure, on a réussi à sauver la mère et l'enfant, mais bon, elle faisait quand même 1,9 kg à la naissance, et elle était à terme, 1,9 kg. Alors, vous visez un peu, c'était un petit peu léger quand même, donc elle avait que les os et la peau, quoi. Pour schématiser, c'est les reins qui se mettent à déconner complètement les dernières semaines, et l'enfant souffre de malnutrition, comme si la mère avait pas mangé depuis 6 mois, quoi. Donc c'était vraiment très inquiétant. Mais bon, elle avait rien, hein. Enfin elle avait rien. Elle n'avait eu aucune complication ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on avait eu très peur quand même. Et puis donc peut-être que le contexte de sa naissance, c'est-à-dire césarienne en urgence, etc., y était pour beaucoup. Et puis c'était notre premier bébé. Alors vous savez comment sont les parents au premier enfant, on gâtouille complètement, on est inquiet beaucoup plus vite, ce qui est tout à fait normal. On fait notre apprentissage. Le premier enfant dans une famille essuie les plâtres et on prend plein les mirettes, comme chacun sait. Et c'est vrai, mais on peut pas faire autrement, hein. Je veux dire, vous pouvez lire tous les livres de puériculture que vous voulez, c'est dans la pratique qu'on devient parent, c'est comme ça, que ce soit pour la maman ou pour le papa. Bref, toujours est-il que donc ma petite Clémentine avait été suivie par un pédiatre au pavillon mère et enfant à Charles-Nicolle à Rouen, et qui s'appelait Madame Brossard. Super gentille. Bon, alors déjà, quand ils avaient fait l'interrogatoire, entre guillemets, mon interrogatoire pour voir où est-ce que j'en étais sur le plan psychologique, parce que c'était quand même pas très évident avec tout ce que j'avais vécu, ma petite choupette était donc hospitalisée au 4e, et elle n'était pas dans une couveuse ouverte, mais dans une couveuse fermée, donc elle était plus du tout en danger, ni quoi que ce soit, mais bon, il fallait quand même la gaver au lait maternel, dans l'estomac et tout, au goutte à goutte, enfin bon, c'était un contexte psychologique quand même pas très évident, quoi. Entre une césarienne qui est programmée pour des raisons purement mécaniques, et puis une césarienne qui arrive en urgence, parce que l'accouchement provoqué ne fonctionne pas, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et toujours est-il que quand je suis rentrée de la maternité, juste avant le jour de l'an, en 83, avec mon bébé dans le couffin, Clémentine donc était suivie par un médecin, donc on l'a récupérée à 2,4 kg, ce qui était quand même pas beaucoup, hein. Donc ils avaient été quand même très gentils de nous la rendre. Et puis son papa, comme tous les papas, s'inquiétait de sa fille, quoi. Les pères avec leurs filles, chacun sait, c'est juste une catastrophe, quoi. On est bien d'accord. Une catastrophe. La fille est née, les autres, ils en ont rien à foutre. Mais la fille est née, mais la fille est née, mais la fille est née. Bref, toujours est-il que Clémentine avait un terrain à faire des bronchites asthmatiformes. Voilà. Alors c'est vrai que c'est quand même pas très marrant, quoi, la bronchite asthmatiforme, hein.
parce que ça fait un peu peur, hein, quand même. C'est-à-dire que quand elle respirait, elle avait une respiration difficile et avec le thorax qui se soulevait anormalement à chaque fois, quoi. Voilà. Puis ça insistait, c'était constamment. Et donc évidemment, on restait pas sans rien faire. Donc nous étions allés voir notre généraliste. Je rigole parce que s'il voit cette vidéo, ça va le faire marrer. Nous étions donc allés voir notre généraliste qui a prescrit donc le sirop qu'il fallait, entre guillemets, enfin, en tout cas qu'on nous avait prescrit. Et le problème, c'est que ça ne faisait rien. Donc évidemment, au bout de 2 jours où le sirop n'a rien fait, le papa en question s'est dit « Ton généraliste, il est zéro, quoi, c'est de la connerie. C'est de la connerie, quoi. On va retourner voir Papy Brossard. » Donc évidemment, comme à chaque fois quand votre gamin est allé en néonate, on vous dit quand vous repartez avec votre enfant, on vous dit si vous avez le moindre souci, prenez pas rendez-vous, déboulez avec le couffin et puis on voit ça tout de suite, quoi. Ce qui est tout à fait normal, quoi. Le but c'est de rassurer les parents et voilà. Donc on déboule, mon mari, moi et ma Clémentine dans ma pouquette, quoi. Et donc nous avons vu Papy Brossard. Et là, Papy Brossard examine Clémentine. Super gentil et tout. Puis elle nous regarde, puis fait bronchite asthmatiforme, je vais vous prescrire un sirop. Donc elle nous a prescrit un sirop. On passe à la pharmacie. Je me souviens plus si j'avais vu que c'était la même bouteille ou pas. En tout cas, c'est incroyable. Et ben là, le sirop, ça a parfaitement marché. Voilà. C'est QFD. C'est exactement le même sirop qui avait été prescrit par le généraliste. Alors évidemment, 15 jours après, je sais plus où, la visite d'après, j'emmène ma fille pour la visite normale chez le généraliste et je lui raconte l'anecdote. Il s'est marré, évidemment. Il s'est marré. Voilà. C'est-à-dire que les angoisses de mon mari, enfin du papa, étaient telles qu'il les projetait complètement. C'est-à-dire que la fille absorbait, comme un buvard, comme maintenant d'ailleurs, absorbait complètement les inquiétudes de son père, comme ça se passe donc très très souvent. Et puis voilà, quoi. Ça avait une origine purement psychologique, tout simplement. Mais comme ça avait été prescrit par le pédiatre, qui avait suivi le bébé quand elle était en couveuse et tout ça, c'était obligatoirement infiniment plus valable que le discours du généraliste. Ça n'est pas une question de compétence que je remets en doute de mon généraliste par rapport au pédiatre. C'est juste pour dire que l'aspect strictement psychologique influence le traitement, l'efficacité d'un médicament de façon infiniment plus forte qu'on ne le soupçonne. Voilà. Alors, ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver. Bah oui, effectivement. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver. Un jour, j'avais dit à mon généraliste, à une époque où j'étais en psychothérapie, bien évidemment, les premières années. Donc, j'avais une séance chez le psy le jeudi, et puis, généralement, j'écrivais à Thomas le vendredi, en général. En général, c'était 10 pages recto verso, quoi, chaque semaine, quasiment. Hein. Et il arrivait le samedi après-midi, quand j'allais pas bien, que je passe voir mon généraliste. Et je lui avais dit un jour, quand quelqu'un a envie de vous rencontrer, quand vous savez qu'il va pas bien, et qu'il demande à vous parler, je lui dis, il faut toujours lui accorder un quart d'heure. Je lui dis, parce que mine de rien, statistiquement, vous avez toutes les chances de sauver la vie des gens rien qu'en les écoutant. 10 minutes, un quart d'heure. Parce qu'il est là aujourd'hui le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui souffrent, et ces gens qui souffrent, c'est d'être entendus dont ils ont besoin. C'est pas d'antidépresseurs dont a besoin quelqu'un qui va pas bien. C'est qu'on lui fasse comprendre qu'il a la possibilité de s'en sortir et que cette possibilité, c'est lui qui l'a au fond de lui-même. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. De le dire, je veux dire. Et or, c'est la vérité.
Mais pour ça, il faut encore que le patient en question ait envie de s'en sortir. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai rencontré une femme dont le mari va régulièrement à l'hôpital psychiatrique quand elle en a marre. J'en rigole parce que elle en rigole, je vois pas pourquoi je me priverais. Parce que il y a des hommes qui considèrent que de clencher la porte d'un psy, c'est une histoire de tarlouse, quoi. Hein. Nous, on est des hommes, des vrais, des tatoués, quoi. Hein. On va quand même pas se laisser, emmerder par un psy, quoi. Alors il fait chier tout le monde, quoi. Il se couche à 3h du matin chaque nuit, et puis il se réveille à 13h le lendemain matin. Donc évidemment, décalage complet par rapport à la vie de famille, mépris, arrogance, un chieur, quoi. Moi, je me barrerais. Je lui ai dit. Je rigole parce qu'en fait, je lui ai déjà dit l'an dernier, puis ça n'a pas changé grand-chose, mais bon. Je trouve... c'est curieux parce que c'est la première personne à reconnaître que souvent dans les couples, quand ça va mal, les hommes se contentent, eux, sans aucun problème, en général, d'un couple qui va pas très bien, quoi. Hein. Et puis on cherche surtout pas à comprendre. Hein. Et puis on se remet surtout pas en question. Hein. Par contre, une femme, quand elle est pas heureuse, ça va 5 minutes, quoi. Hein. Au bout de quelques années, en général, elle fatigue. Et elle se casse. Alors, en général, quand elle prend la décision de se casser, elle a quand même envoyé quelques banderilles avant, hein, pour essayer de tester, pour voir s'il n'y a pas des choses à sauver et tout. Mais le problème, c'est que les banderilles, il y voit pas, lui, en général. Hein. Il est complètement dans son truc et... je pense quand même, c'est terrible hein, de devoir... J'ai passé des années, moi, quand même, à essayer de me réconcilier avec l'image des hommes, et j'y suis parvenue, hein, je tiens à vous rassurer, les hommes bien, ça existe. Les hommes bien, ça existe. Mais c'est vrai que statistiquement, on est quand même bien obligé de s'apercevoir et de reconnaître que y a quand même, dans notre société, énormément de trucs qui déconnent, parce que les hommes, souvent, ne sont pas du tout à la hauteur. Quoi. Je pense, moi, que les femmes, quoi qu'on en dise, je parle pas de compétences, là, mais je pense qu'elles ont une capacité à se remettre en question plus que les hommes. C'est-à-dire que si vous dites à une femme qui se fait engueuler parce que qui se fait insulter ou à qui on fait des reproches dans un couple, quelle que soit la nature des reproches, même si elle prend ça mal, ou si elle fait comme si ça ne l'atteignait pas, je suis persuadée qu'en quelques jours, elle va au minimum se demander si, éventuellement, c'est pas un peu vrai. Par contre, les mêmes insultes et la même attitude vis-à-vis d'un homme, il y en a très peu qui vont effectivement se remettre en question. Et ça, c'est quand même un grave problème. Parce qu'une fois que le couple est rompu, et qu'il y a des enfants, et qu'il y a la séparation, le divorce, etc., eh bien c'est là qu'on voit justement la capacité à se remettre en question et à voir en quoi cette faculté de se remettre en question va donner les éléments pour parvenir à une scission qui soit pas trop douloureuse pour les enfants. Donc c'est quand même extrêmement important. Hein. Moi, je vais vous raconter un truc. Un jour, j'avais discuté avec je peux dire quel poste il occupait parce que ça remonte à 20 ou 30 ans, donc il sucre peut-être les fraises maintenant. Il s'agissait d'un inspecteur des impôts qui était à Yvetot à l'époque. Et puis, c'était au moment où j'étais peintre sur soie, et puis donc, je lui avais posé des questions sur mon statut et tout. J'avais pas encore mis fin à mon activité professionnelle, donc je voulais des renseignements. Et puis, il me racontait le cas d'un copain à lui qui achetait du... Non mais tenez-vous bien, le mec il était inspecteur des impôts, à mourir de rire. Il me racontait le cas d'un copain à lui, ou un frère, je sais plus qui exactement, qui achetait du beurre en grande surface. Non mais tenez-vous bien parce que c'est collector. Il achetait du beurre en grande surface. Le premier prix quoi, hein. Le premier prix bien évidemment. Il le retravaillait à la main, sous forme de motte, quoi, hein, pour faire croire à du beurre maison, quoi, enfin du beurre fermier. Et puis évidemment, il vendait beaucoup plus cher. Vous voyez ce que je... Vous voyez un peu le genre de truand. Et le mec, il était inspecteur des impôts qui me racontait ça. Vous voyez, voilà.
Après, il commence à me parler des, il commence à me parler des femmes. Il commence à me parler des femmes. Et puis il finit par me dire en boutade, bah écoutez, moi de toute façon j'ai été marié 3 fois, et il me dit mon couple s'est cassé la gueule les 3 fois qu'il me dit. Il me dit comme quoi les femmes, il y a vraiment rien à en tirer quoi. C'est-à-dire que le mec, il était tellement con qu'à aucun moment il ne lui est venu à l'esprit que c'était lui qui était en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est quand même pas ma faute à moi si c'est moi qui entends des choses pareilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, qu'on se rassure, hein, maintenant aux impôts, on recrute selon des critères beaucoup plus valables. Alors pour information, quand même, j'avais eu des nouvelles quelques temps après, et le copain en question s'était fait aligner, mais grave. Grave. C'était pas moi, hein, c'était pas moi qui étais responsable, c'était venu aux oreilles de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui est allé fouiller, je sais pas exactement, mais l'autre a été aligné, puis bien, quoi. Voilà. Comme quoi l'effet placebo, ça dévie, hein, je suis désolée. Hein.